Alors que la COP30, le sommet annuel sur le climat, s'ouvre la semaine prochaine à Belém au Brésil, un sommet préparatoire a eu lieu ces jeudi et vendredi, et parmi les grands absents, les États-Unis. Mais cette absence pose question, et est-ce qu'elle peut affaiblir cette COP 10 ans après les accords de Paris? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Je le disais, la COP30, donc la 30e conférence des parties sur le climat, se tient cette année du 10 au 21 novembre à Belém au Brésil, une ville située aux portes de l'Amazonie, qui est la plus grande forêt tropicale du monde. Ce choix de localisation, voulu par le président brésilien Lula, est hautement symbolique. L'Amazonie joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial, en absorbant d'énormes quantités de CO2 et en abritant une biodiversité exceptionnelle. La COP, qui a un acronyme de Conference of the Parties, réunit chaque année les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis 1995, ces conférences permettent de négocier des accords internationaux, de suivre la mise en œuvre des engagements climatiques des États et de faire le point sur les progrès accomplis. La COP 21 en 2015 avait donné naissance à l'accord de Paris, le premier traité international juridiquement contraignant visant à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de plus de 2 degrés Celsius et idéalement à plus de 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, donc par rapport aux années 1850. 10 ans après cet accord, la COP 30 est considérée comme un test majeur. L'année 2024 a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées et le franchissement de plusieurs limites planétaires rend la mobilisation encore plus urgente. Selon l'ONU, les efforts actuels des États permettraient de réduire les émissions de carbone qui sont responsables du changement climatique de seulement 10%, ce qui est insuffisant pour atteindre les objectifs de l'accord. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a averti d'une faillite morale face à l'échec à contenir le réchauffement à plus de 1,5 degrés Celsius, tout en appelant à continuer le combat. Maintenant qu'on a vu tout ça, revenons à l'absence des États-Unis. La Maison-Blanche a confirmé récemment qu'aucun représentant de haut niveau ne se rendrait à la COP30, mais alors cette absence pourrait-elle fragiliser les négociations et compromettre les ambitions climatiques de la COP? Le président américain Donald Trump, qui a déjà qualifié le dérèglement climatique de, je cite, la plus grande arnaque jamais menée, avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris lors de son premier mandat entre 2017 et 2021. L'administration de l'ex-président Joe Biden l'avait réintégré, mais avec le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025, le pays a de nouveau enclenché son retrait. En raison du préavis d'1 an exigé par l'accord, ils resteront officiellement membres jusqu'en janvier 2026, période qui inclut donc l'actuelle COP30. Mais cette absence pèse lourd sur les discussions. Les États-Unis sont le deuxième plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre et leur politique climatique influence historiquement l'engagement d'autres pays. L'administration actuelle privilégie largement les énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole et le charbon, réduisant donc l'incitation des autres nations à soumettre des plans ambitieux. D'ailleurs, seule une soixantaine d'États ont remis leurs plans climatiques à l'ONU dans les délais impartis, alors que ces documents sont essentiels pour évaluer les engagements nationaux et préparer les négociations. Certains experts craignent que le retrait américain ne démobilise d'autres pays. Kelly Sims Gallagher, qui a travaillé sur les négociations climatiques américaines sous l'administration Obama, a estimé sur CNN, je cite, que le retrait des États-Unis pour la deuxième fois semble clairement saper les ambitions mondiales. Et en dehors de cette démoralisation, les États-Unis pourraient également agir de manière plus directe. Le mois dernier, des diplomates américains ont par exemple bloqué à l'Organisation maritime internationale la première taxe carbone mondiale sur le transport maritime, en menaçant de représailles commerciales les pays favorables à la mesure. Cette taxe visait à contraindre le secteur maritime, qui est responsable d'environ 3% des émissions mondiales de CO2, à réduire progressivement son empreinte carbone dès 2028 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Après, pour nuancer tout ça, l'absence des représentants de haut niveau ne signifie pas non plus un vide total. Plus d'une centaine d'élus locaux, gouverneurs, maires et autres responsables américains se rendront tout de même à Belém. Paradoxalement, certains observateurs voient même un côté positif à l'absence officielle des États-Unis. L'idée, c'est que sans les États-Unis, le reste du monde pourrait parvenir à un consensus plus facilement, à voir donc si ça sera le cas. En tout cas, d'autres pays comme la Chine ou le Brésil semblent d'ailleurs prêts à s'affirmer et à guider les négociations. Mais alors quels sont les véritables enjeux de cette COP30? Eh bien 10 ans après la signature de l'accord de Paris, l'heure est au bilan. Emmanuel Macron a rappelé que ce traité était, je cite, devenu une boussole pour notre action climatique, tout en avertissant que les efforts mondiaux restent insuffisants pour rester sous le seuil critique des plus de 1,5 degrés Celsius définis en 2015. Concrètement, selon le rapport 2025 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, si tous les engagements des pays sont respectés, la planète se dirigerait vers un réchauffement compris entre plus de 2,3 degrés Celsius et 2,5 degrés Celsius d'ici 2100. Et si les politiques actuelles se poursuivent sans renforcement des ambitions, ce chiffre pourrait atteindre plus de 2,8 degrés Celsius, et ces projections ne tiennent pas compte du retrait effectif des États-Unis qui ajouterait environ plus 0,1 degré. Face à cette urgence, la COP30 vise d'abord à faire respecter les engagements déjà pris et à relancer la dynamique climatique. L'enjeu financier est également crucial. L'année dernière, les pays développés, qui sont responsables historiquement du réchauffement climatique, se sont engagés à verser 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 aux pays du Sud, donc les pays en développement,
développement pour financer leur transition énergétique, mais ce montant est jugé insuffisant par les pays bénéficiaires qui réclament des financements supplémentaires. La préservation des forêts tropicales et des océans est aussi au cœur du sommet. Le Brésil a d'ailleurs lancé un fonds mondial pour inciter à sauver les forêts tropicales. Bref, beaucoup de sujets à aborder lors de cette COP cette année, on suivra ça. Et avant de laisser la parole à Blanche, je voulais aussi vous parler de 2 votes qui auront lieu la semaine prochaine à Bruxelles en Belgique et donc pendant la COP. D'un côté, le Parlement européen, l'une des principales instances de l'UE, doit se prononcer sur l'avenir de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Ce texte impose aux grandes entreprises de l'UE de prévenir les violations des droits humains et les atteintes environnementales dans leur chaîne d'approvisionnement, mais il est désormais menacé de démantèlement. Le Conseil, qui réunit les ministres des États membres, doit quant à lui décider de prolonger ou non les exemptions fiscales qui permettent à des secteurs très polluants comme l'aviation et le transport maritime d'échapper aux taxes sur le carburant. Selon l'association Bloom, cela représente un cadeau fiscal de 46 milliards d'euros par an et ça compromet également la cohérence des ambitions climatiques affichées par l'UE. On aura l'occasion d'en reparler, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous, on commence avec cette première actu. Le Kazakhstan a annoncé ce jeudi rejoindre officiellement les accords d'Abraham qui ont pour objectif de normaliser les relations diplomatiques de plusieurs pays avec Israël. Les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn sont les premiers à avoir signé ces 2 traités de paix, initialement signés en 2020 à la Maison Blanche lors du premier mandat de Donald Trump. Ils ont été rejoints quelques mois après par le Soudan et le Maroc. Le Kazakhstan a affirmé dans un communiqué que cette décision constituait, je cite, une continuation naturelle de la politique étrangère du pays, fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la stabilité régionale. À noter que ce n'est pas la première fois que le Kazakhstan et Israël se rapprochent. En 2022, les 2 pays ont signé un accord de coopération régionale accompagné d'autres pays d'Asie centrale. En tout cas, le président américain Donald Trump s'est félicité du retour de l'élan des accords d'Abraham et salue, je cite, de réels progrès. Il a également précisé que l'Arabie Saoudite pourrait également bientôt rejoindre les accords, tout comme la Syrie, 2 pays qui n'ont actuellement aucune relation diplomatique avec Israël. Parallèlement, Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'une force internationale serait déployée très bientôt dans la bande de Gaza, dans le cadre de son plan de paix. On en parlait hier, selon lui, plusieurs pays comme l'Indonésie se sont déjà portés volontaires pour intervenir à Gaza. Deuxième actu, 4 personnes ont été placées en garde à vue ce vendredi après avoir perturbé un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël qui se tenait ce jeudi à la Philharmonie de Paris. Selon la Philharmonie, des spectateurs en possession d'un billet ont tenté 3 fois d'interrompre le concert, dont 2 fois en utilisant des fumigènes. Les protestataires étaient également porteurs de boules puantes, d'encre rouge et de dispositifs d'alarme destinés à faire du bruit, selon BFM TV. D'autres personnes se sont alors interposées et des affrontements ont eu lieu. L'un des protestataires a reçu des coups violents et présenté une plaie ouverte à l'arrière du crâne au moment de son interpellation. Les spectateurs concernés ont ensuite été évacués et le concert, qui avait dû s'interrompre, a repris et s'est terminé dans le calme. 3 femmes et 1 homme sont donc en garde à vue, dont 3 pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, et la dernière pour organisation d'une manifestation non déclarée. La Philharmonie de Paris a annoncé ce vendredi avoir porté plainte. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, ont condamné fermement ces agissements. De son côté, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives en France, a appelé à des sanctions exemplaires contre des agitateurs haineux. De son côté, le dirigeant de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé qu'il ne condamnait pas ces incidents car selon lui, je cite, on ne peut pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Troisième actu, la Cour suprême américaine, donc la plus haute autorité judiciaire des États-Unis, a autorisé ce jeudi Donald Trump à supprimer la délivrance de passeports portant le genre X ou un genre différent de celui de naissance pour les personnes transgenres ou s'identifiant comme non-binaires, donc ni femme ni homme. En fait, le jour de son investiture, en janvier dernier, Donald Trump est revenu sur une réforme qui avait été introduite par l'ancien président démocrate Joe Biden. Il a ainsi signé un décret pour uniquement reconnaître l'existence de 2 sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Cette décision, elle avait été contestée en justice et suspendue en première instance en juin, puis en appel en septembre. Ce mercredi, la Cour suprême, qui est à majorité républicaine, donc du camp de Donald Trump, a donc levé cette suspension. L'Organisation de défense des droits civiques américaine a qualifié cette décision de retour en arrière pour les libertés de toutes les personnes à être elles-mêmes. Depuis son retour au pouvoir, il faut savoir que Donald Trump a annulé plusieurs acquis des personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+. Il a notamment exclu les personnes transgenres de l'armée et retiré les subventions des écoles autorisant les athlètes transgenres à concourir dans les compétitions féminines. Quatrième actu, le
Conseil de sécurité de l'ONU a levé ce jeudi les sanctions contre le président intérimaire syrien Ahmed al-Shara, qui est le chef de la milice djihadiste HTC, qui a renversé le régime de l'ancien dictateur syrien Bachar al-Assad fin 2024, après 14 ans de guerre civile en Syrie. Cette résolution, motivée par les États-Unis, a donc permis d'enlever Ahmed al-Shara et son ministre de l'Intérieur, Anas Katab, de la liste des sanctions visant des individus liés à l'organisation de l'État islamique et à Al-Qaïda. Jusque-là, en fait, ils étaient soumis à une interdiction de voyage, un gel de leurs comptes bancaires et un embargo sur la vente d'armes. Cette résolution, elle a été approuvée par 14 voix pour et une abstention, celle de la Chine. De son côté, l'ONU a salué les efforts du gouvernement syrien pour lutter contre le terrorisme, y compris les combattants terroristes étrangers, dont font partie Al-Qaïda et le groupe État islamique. Pour autant, le président syrien était déjà autorisé à voyager pour rencontrer des dirigeants internationaux. Il bénéficiait en fait à chaque fois d'une exemption du comité de sanctions de l'ONU. Il avait notamment effectué sa première visite officielle en mai dernier en rencontrant Emmanuel Macron. Le président de la République a d'ailleurs salué la levée des sanctions contre Ahmed al-Shara, qu'il a d'ailleurs rencontré ce jeudi en marge de la COP30 au Brésil. Cinquième actu, les actionnaires de l'entreprise automobile Tesla ont approuvé ce jeudi une rémunération de 1000 milliards de dollars sur 10 ans pour leur PDG Elon Musk. Ce nouveau plan de rémunération a été adopté par plus de 75% des votes lors de l'Assemblée générale des actionnaires. L'homme le plus riche au monde a réagi à cette nouvelle, déclarant, je cite, que cette décision n'était pas simplement un nouveau chapitre de l'histoire de Tesla, mais un livre tout neuf. Ce plan, il prévoit 12 tranches liées à des objectifs financiers précis, comme l'augmentation de la valeur en bourse de Tesla. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais au total, Elon Musk pourrait obtenir 424 millions d'actions, faisant passer sa participation dans Tesla de 15% à plus de 25%. À noter qu'en 2018, Tesla avait déjà proposé à Elon Musk un premier plan de rémunération de 56 milliards de dollars, ce qui en faisait déjà l'un des plus gros salaires jamais offerts à un dirigeant. Il avait été cependant rejeté par la justice. En tout cas, Tesla a justifié cette décision en déclarant que l'entreprise, je cite, n'est pas dirigée par un patron ordinaire. En tout cas, depuis son annonce en septembre, ce plan de rémunération a suscité de nombreuses critiques chez certains actionnaires pour sa démesure. Mardi, avant le vote, le Fonds souverain de la Norvège, qui est l'un des 10 principaux actionnaires de Tesla, s'est dit préoccupé par le montant total de la rémunération, la dilution et l'absence de mesures pour atténuer le risque lié à une personne clé. Et d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, les partisans et opposants à cette décision ont tenté de rallier d'autres actionnaires à leur cause, en vain. Sixième actu, et c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de GTA, la sortie du 6e opus du jeu a été à nouveau repoussée au 19 novembre 2026 par son éditeur Rockstar Games. Elle avait été initialement fixée à l'automne 2025, puis à mai 2026. Dans un post Instagram, Rockstar explique avoir besoin de quelques mois supplémentaires nécessaires pour terminer le jeu avec le niveau de finition que les joueurs attendent et méritent. Ce report intervient quelques jours après le licenciement d'environ 30 salariés au Royaume-Uni et au Canada, après avoir, je cite, distribué et discuté des informations confidentielles dans un forum public. Une manifestation dénonçant ce licenciement devant les locaux de Rockstar Games à Édimbourg en Écosse avait notamment réuni des dizaines de personnes. On ne sait cependant pas si cet événement est en lien avec le report du jeu. Et on termine avec cette actu culturelle, et cette fois-ci on va parler musique, et oui ça change, c'est vendredi, tout est permis. Aujourd'hui sont sortis 2 albums, dont Lux de la chanteuse espagnole Rosalía, dont le premier extrait, Berghain, avait déjà été dévoilé. C'est son 4e album, et pour le créer, Rosalía s'est isolée 1 an. Il s'agit d'un projet orchestral enregistré avec le London Symphonic Orchestra, l'un des orchestres les plus prestigieux au monde, et l'album est chanté et écrit en plus de 10 langues. Rosalía a notamment collaboré avec la chanteuse Björk. Ça c'est donc pour Lux, mais il y a aussi l'album La Fuite en Avant d'Orelsan qui est sorti ce vendredi. C'est son 5e album, et dedans il aborde les thèmes de la paternité, de la célébrité et ses doutes. J'en profite pour vous dire qu'on a sorti une interview d'Orelsan ce jeudi sur la chaîne Grand Format. Hugo l'a reçu il y a quelques jours, c'est une discussion absolument passionnante. Le lien est en description. Merci Blanche pour ces actus, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour sur les réseaux, sur YouTube, TikTok, Instagram ou même en newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.